Maintenant, je crois que vous allez bien entendre. Vous entendez? Excellent, excellent. Donc, je voulais savoir, ceux qui sont présents, quelle est votre expérience en immobilier, juste pour, en attendant que tous les gens arrivent, juste pour me situer un peu du niveau d'expérience des courtiers qui sont présents dans la formation. Oh, Dimitri, 10 ans et plus. Pat aussi, bon. Fadi, 1 an, OK. On parle de deux niveaux différents, bien entendu. Paola, ça, c'est quelques années aussi, depuis 2007. Excellent. Paola, 13 ans. OK. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Comme je disais tout à l'heure, quand il n'y avait pas de son, dans le fond, la formation d'aujourd'hui sur les offres multiples, c'est un sujet qui particulièrement me captive vraiment. Les offres multiples, quand s'il y a quelque chose qui m'excite vraiment, c'est bien d'arriver en position d'offres multiples. Autant lorsque je travaille avec le vendeur que lorsque je travaille avec l'acheteur. On comprend quand même qu'il y a deux positions qui sont vraiment très différentes lorsqu'on travaille avec l'acheteur et lorsqu'on travaille avec le vendeur. Évidemment, l'acheteur, lui, il veut l'avoir le moins cher possible, puis le vendeur, évidemment, veut toujours l'avoir le plus cher possible pour sa propriété. C'est normal. Alors, on va commencer avec le côté, lorsqu'on s'occupe du courtier, qu'on est en position du courtier inscripteur, donc on s'occupe du vendeur. Comme dans la période qui est là en ce moment, on est dans une période qui est très achalandée, très rapide et il n'y a pas un inventaire très, très élevé. J'écoutais la dernière formation que Fadi a donnée sur les offres multiples, justement, qui était en septembre 2019. Et en septembre 2019, Fadi disait que le marché était très rapide. En fait, comment on détermine si le marché est équilibré ou c'est un marché de vendeurs ou un marché d'acheteurs? Eh bien, lorsqu'il y a à peu près 8 à 10 propriétés par acheteur, on parle de marché balancé ou équilibré. Donc, 8 à 10 propriétés pour chaque acheteur, un marché équilibré. Quand il y a moins de 8 propriétés par acheteur, on parle d'un marché vendeur. Donc, les vendeurs ont la possibilité de choisir les acheteurs, comme en ce moment. On a aussi le marché lorsqu'il y a plus que 10 propriétés par acheteur. Donc, là, à ce moment-là, ben, c'est un marché pour les acheteurs parce qu'ils ont le choix des propriétés qui peuvent acheter. En septembre 2019, comme je disais, lorsque Fadi a donné sa dernière formation sur les offres multiples, le marché, il disait que le marché était très rapide. C'est vrai qu'il était extrêmement rapide. Il y avait 4 propriétés et demie par acheteur. En ce moment, j'ai sorti les statistiques. Je partageais ça hier avec Dimitri au bureau et chez Royal Lepage. Puis, à Montréal, en ce moment, le marché, il y a 3 propriétés par acheteur. Et sur la Rive-Sud, il y a 2 propriétés par acheteur. Alors, on comprend que le marché, il est vraiment féroce en ce moment. C'est vraiment, faut savoir comment s'y prendre lorsqu'on arrive dans un marché comme ça. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je vais être en mesure de vous donner plusieurs bons outils pour négocier vos offres puis avoir le meilleur prix pour votre vendeur également. Donc, si on commence du côté du vendeur. Alors, on travaille avec le vendeur, on est courtier inscripteur. C'est bien important, surtout en ce moment, de la visée, de la possibilité, évidemment, d'un marché d'offres multiples. Mais évidemment, gardez toujours à l'idée de, comme on dit en bon français, under promise, over deliver. Donc, faites attention à ce que vous dites à votre client parce que tout d'un coup, qu'il n'y a pas une offre multiple, vous allez paraître pour un pas bon. Alors que le marché change rapidement en ce moment.
moi, dernièrement, je suis allée avec des acheteurs et on était toujours, il y avait toujours 10 à 12 offres par propriété sur lesquelles on a fait des offres. Et la semaine dernière, j'ai fait 2 offres pour des acheteurs différents. Et les 2 offres, on n'a été que deux acheteurs en même temps. Donc, le marché a changé beaucoup. Le marché va continuer de changer beaucoup et de changer rapidement. Mettez-vous au parfum du marché, soyez au courant de ce qui se passe et soyez avisés que ce qui se passait hier, ça se passe peut-être plus la même chose aujourd'hui. Tout ce que je veux vous dire, c'est de faire attention aux promesses que vous faites autant aux vendeurs qu'aux acheteurs. Faites bien attention de ça. Lorsqu'on est en situation d'offres multiples, ce qu'on veut faire, c'est de créer de l'achalandage et de créer de l'émotion autour de la propriété qu'on a mise sur le marché. Donc, l'idéal, c'est de mettre la propriété sur le marché comme pour le début de la semaine, pour que les gens aient le temps de voir la propriété, de vouloir aller la visiter et qu'ils aient le temps d'aller la visiter. Mais de pas se stresser avec le nombre de visites. Parce que j'ai une de mes amies qui est courtier, elle me dit, moi, j'ai eu à peu près 500 demandes pour ma propriété pour des visites dans une semaine. Combien va-t-il y avoir d'offres qui vont être considérées pour cette propriété-là de toute façon? Fait que on peut faire ce qu'on peut. Évidemment, je dis pas de rien faire ou d'être paresseux pendant ce temps-là, mais il y a une façon de s'organiser pour gérer notre horaire. Donc, pour gérer notre horaire, ce que moi je fais et que beaucoup de courtiers font, vous avez dû voir ça justement dans les dernières semaines. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend l'inscription, on la met sur le marché dès le début de la semaine. Et tout ce qui est courtier, collaborateur qui nous demande des visites, on peut leur accorder les visites, il n'y a pas de problème, ils peuvent y aller, mais on met une boîte à clés, on ne se déplace pas à toutes les fois, parce qu'autrement, on n'aura plus de vie, on sera plus capable de rien faire d'autre, de développer notre marché additionnel. Donc, on ouvre les visites pour les courtiers, mais attendez une minute, je vais vous dire quoi faire par la suite aussi. Et du côté des autres acheteurs qui nous appellent directement, on va ouvrir les visites seulement que pour 1 heure la fin de semaine. OK? Donc, on leur dit de se présenter sur place de telle heure à telle heure et on va avoir des visites. On laisse pas tout le monde entrer en même temps, on fait les visites quand même une après l'autre. Mais de cette façon-là, on est capable de gérer le trafic assez efficacement. Puis, on avise sur l'info collaborateur que les offres les offres vont se prendre, en fait, que les offres doivent arriver avant 13h30 le lundi suivant. Donc, sur l'info collaborateur, on indique que les offres doivent arriver avant le lundi suivant, 13h30, et qu'on va présenter les offres à 17h. Fait que les courtiers, ils savent qu'ils ont jusqu'à lundi. Ils savent, surtout dans un marché comme en ce moment, ils savent qu'ils seront en offre multiple, fort probablement, à moins que votre maison soit pas bien inscrite. Ils savent qu'ils vont fort probablement se retrouver en offre multiple. Donc, eux autres, ils ont à gérer le côté de leurs clients. Ça nous fait déjà une grande partie de trafic de gérer, de régler. Et les autres visites, on va s'occuper de ces clients-là lorsqu'ils vont se présenter. Maintenant, comment se protéger au niveau de la communication, c'est qu'on doit demander quand même à notre vendeur de nous envoyer un courriel comme quoi le vendeur ne recevra pas d'offre avant lundi telle date. Là. Et de ne pas oublier de mettre ce document-là, ce courriel-là, en annexe à vos signatures électroniques. Ça a 2 buts. Premièrement, de vous protéger. C'est pas vous qui décidez ça, c'est selon la volonté du vendeur. Et ça a l'objectif de stimuler plusieurs offres. C'est pas compliqué de lui demander de vous envoyer ça parce que si vous lui expliquez quelle est la stratégie de ramasser le plus d'offres possible, le plus grand bassin de population intéressée à acheter sa maison et de recevoir les offres le lundi, il va comprendre facilement la stratégie et il va
être intéressé, il s'opposera pas à vous envoyer ce courriel-là. Donc, de cette façon-là, vous êtes protégé au niveau de la réglementation, comme quoi c'est pas vous qui avez un caprice de courtier, mais que c'est bien le client qui veut recevoir les offres seulement à partir du lundi. Lorsqu'on est avec le courtier inscripteur, lorsqu'on est le courtier inscripteur plutôt, c'est important de spécifier aussi dans la note du courtier collaborateur, dans la saisie, que la lettre de préqualification sera obligatoire et que sans lettre, l'offre ne sera pas considérée. Évidemment, vous pouvez la considérer quand même ou pas, c'est votre choix. Mais lorsqu'on est dans un marché de 12 offres et que vous avez une offre qui n'a pas de préqualification financière, même si elle a un prix plus haut, puis l'autre, elle a un prix un petit peu plus bas, laquelle, vous, en tant que vendeur ou en tant que courtier immobilier professionnel, laquelle vous favoriseriez pour que votre client soit acheté. Ce serait certainement celle qui a ce serait certainement celle qui a sa lettre de préqualification. Ça, c'est sûr. Sans lettre de préqualification, c'est toujours bien délicat, surtout si on reçoit plusieurs offres. On veut être sûr que l'offre qu'on va approuver, ça va être une bonne offre. Lorsqu'on reçoit la première offre qui est signée, on doit avoir évidemment de la part du courtier qui nous l'envoie, donc du courtier collaborateur, on doit avoir absolument la confirmation écrite que son offre est bien signée. OK, ça, c'est bien important. Donc, c'est important que vous ayez la confirmation que l'offre est signée et que vous l'ayez par écrit, cette confirmation-là. Demandez toujours par ImoContact. De cette façon-là, vous avez les preuves, vous avez les suivis de tout ce que vous avez fait sur un dossier. C'est toujours important d'avoir nos preuves écrites. Et lorsque vous avez la deuxième offre, vous devez aviser, bien entendu, la deuxième offre, comme quoi il y a déjà une offre qui est entrée sur le marché. Et vous devez aviser la première offre lorsqu'il arrive une deuxième offre, comme quoi il y a une deuxième offre qui est arrivée sur le marché. Et ainsi de suite. Quand il y a une troisième offre, vous avisez tout le monde comme quoi, évidemment, lorsque c'est avec des courtiers, c'est facile parce qu'on l'a inscrit sur ImoContact. Faut pas oublier d'aviser nos acheteurs qui sont directement avec nous parce que les autres sont pas sur ImoContact. Puis le but, bien évidemment, de tout ça, c'est sûr que si il y a 2 offres versus s'il y a 12 offres, répondez-moi donc dans le chat. Pensez-vous que ça va donner le même prix final? Non, bien sûr, ça nous donnera certainement pas le prix final, le même prix final s'il y a 12 offres versus s'il y a 2 offres ou s'il y a une seule offre. Alors, c'est important de savoir le nombre d'offres qui a lieu au fur et à mesure parce que plus on dit au courtier, bon, il y a eu une offre, il y a 2 offres, il y a 3 offres, il y a 4 offres, il y a 10 offres. Là, les gens savent qu'ils sont en compétition féroce, fait que leur offre, ils les mettent comme on dit en bon français, sur la coche. Alors, vous ramassez les offres qui arrivent à gauche, à droite, vous les analysez. Et votre objectif, c'est de ramasser les offres, de les analyser, puis de répondre à toutes les offres par la suite, là, une chose à la fois. Donc, évidemment, on essaie de les mettre en ordre de la moins intéressante selon notre expérience de courtier versus à la plus intéressante si vous avez le temps de les positionner comme ça. L'idée de les mettre comme ça, c'est que lorsque vous les présentez à votre vendeur, ben il est content d'avoir sa première offre, puis la deuxième est plus intéressante, puis la troisième est encore plus intéressante, et ainsi de suite. Donc, quand vous arrivez à la dernière offre, ben là, il est vraiment content parce que vous avez fait grandir son enthousiasme tout le long de vos présentations d'offres. Vous me suivez? Alors,
mettons que vous recevez des offres, puis ça, je l'ai vérifié au niveau de l'OASIC encore ce matin. Donc, c'est très important quand vous recevez des offres de vérifier les délais de réponse. Parce que quand on est un courtier collaborateur et qu'on présente une offre pour dans une situation d'offre multiple, ça, on verra cet aspect-là tout à l'heure, mais on ne met pas un délai de 24 à 48 heures pour répondre. Moi, personnellement, je mets un délai de 2 heures pour répondre, pas plus que ça. Vous allez me dire, ah, 2 heures, c'est fou, là, ça n'a pas de sens. Combien de temps, si vous étiez vendeur, vous auriez besoin de réfléchir si vous recevez 5 000 de plus que le prix affiché? 5 minutes. On a assez hein, de 2 heures pour... puis si vous retrouvez en situation, vous recevez 75 000 de plus que le prix affiché, ça prend combien de temps pour faire votre opinion? Une seconde, effectivement. C'est pas vraiment long. Fait que 2 heures, ça a l'air vite. 1 minute, 1 seconde. C'est sûr, c'est pas long quand on est en offre multiple d'être capable de répondre. Ça se répond immédiatement, là. On n'a pas besoin d'un délai. Donc, c'est facile aussi pour les courtiers qui ont plus ou moins d'expérience. Paula demande si le courtier demande que le vendeur aimerait plus de temps. Si le courtier demande que le vendeur aimerait avoir plus de temps pour répondre. Quand on est en position d'offre multiple, notre acheteur, c'est à vous de gérer ça, dans le sens que votre acheteur, est-ce qu'il est prêt à attendre? Règle générale, oui. Puis s'il n'est pas prêt à attendre, bien, vous avez un délai. Puis quand on est en position d'offre multiple, n'importe quel courtier qui est habitué de gérer des offres multiples sait qu'il n'aura pas un gros délai pour répondre. Et n'importe quel courtier qui présente son offre en offre multiple qui a de l'expérience en offre multiple ne donnera jamais un gros délai. Ça, c'est important de voir aussi parce que moi, je me suis déjà retrouvée en situation d'offre multiple. J'étais du côté du courtier inscripteur. J'ai eu 2 offres qui m'ont été présentées. Les 2 m'ont donné 48 heures pour répondre. Ça, c'était les courtiers collaborateurs m'ont donné 48 heures pour répondre. Pendant 48 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut arriver 3, 4, 5, 6, 10 autres offres qui arrivent pendant ce temps-là. Alors, tant qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a aucune offre qui est protégée. Vous comprenez? Alors, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai vérifié dans l'OASIC parce que quand j'avais donné ma formation l'année dernière sur les offres multiples, j'avais découvert ça, puis ça m'était arrivé dans une situation. J'ai fait une offre, on était 2 à faire une offre. L'autre offre était meilleure que la mienne, mais le courtier inscripteur est arrivé avec une contre-proposition pour moi dans les délais d'acceptation pour que je monte mon offre. Mes clients n'ont pas voulu monter l'offre. Mais s'ils avaient voulu monter l'offre, on aurait pu faire sauter la première offre et la deuxième offre devenait la meilleure offre. Je vais vous réexpliquer ça plus clairement. En fait, c'est qu'on a la meilleure offre, appelée-la l'offre numéro 1. La deuxième meilleure offre, l'offre numéro 2. L'offre numéro 2 est moins bonne que la meilleure offre. Le délai de réponse est dans 2 heures. On répond tout de suite à la première offre. Ton client, est-ce qu'il accepte de monter plus haut que la première offre? On ne dit pas que c'est plus haut que la première offre, mais on envoie une contre-proposition. Et là, si la deuxième offre accepte, on vient d'avoir encore plus pour notre vendeur. Quel est notre objectif quand on travaille, quand on est courtier inscripteur? Quel est notre objectif pour le vendeur? Répondez-moi donc dans le chat. Il y en a 4 personnes qui sont en train de répondre. D'avoir le plus haut prix, le plus d'argent, le plus haut prix pour le vendeur, c'est ça notre objectif. S'il y a des stratégies qui nous permettent d'avoir plus haut prix pour le vendeur, et je vous invite à aller voir pour bien comprendre ce que je vous ai expliqué sur le site de l'OACIQ, défendre ses intérêts et lui avoir le meilleur prix. Effectivement, c'est
c'est toutes des très bonnes réponses. Alors, je vous invite, après la formation, de prendre quelques minutes, puis d'aller voir sur le site de l'OACIQ et de vérifier offres multiples. Vous allez être surpris de voir que c'est une directive de l'OAC. Moi, j'ai été surprise de constater ça. Mais en même temps, ben, j'ai compris comment ça se faisait que j'avais eu une contre-offre avec un délai de 1 heure pour répondre dans une situation d'une transaction. J'ai compris que c'était un courtier qui avait de l'expérience qui m'avait fait ça. Et c'est intéressant quand on connaît ces choses-là, on peut avoir parfois encore plus pour notre vendeur. C'est sûr, écoutez, quand on a 75 000 de plus que le prix affiché, ben là, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter peut-être aussi. Mais c'est des choses qui sont possibles quand il n'y a que 2 offres puis qu'on est à 2 000 de plus que le prix affiché. On ne sait pas si le deuxième ne donnerait pas 5 000. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Ensuite de ça, à ce moment-là, ça va être extrêmement important d'être conscient des délais d'acceptation des 2 offres et vraiment de suivre ça attentivement. Pour les courtiers qui sont plus nouveaux, je ne sais pas jusqu'à quel point vous savez, mais le courtier inscripteur ne peut réduire sa commission s'il représente l'acheteur et le vendeur. Donc, c'est important que vous sachiez ces choses-là. Attention aussi, bien entendu, la confidentialité des offres. Ça, vous avez certainement appris ça dans vos formations. Les confidentialités des offres, vous ne pouvez pas rien dire du contenu des offres aux autres qui présentent. Et vous devez fournir à chaque courtier et à chaque acheteur la même information. Si vous donnez une information à un, vous le donnez à l'autre, tout est correct. Et aussi, une chose qui est importante, c'est de bien entretenir les liens avec les autres courtiers puis les autres acheteurs. La raison de ça, c'est que parfois, l'offre qu'on a reçue, elle peut tomber suite à l'inspection, suite au financement, suite à peu importe quoi. Donc, c'est important de maintenir les liens avec les autres courtiers et les autres acheteurs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain matin. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie quand on représente le courtier inscripteur? Ça va, je ne vois pas de questions arriver. Parfait. Maintenant, si on représente l'acheteur, donc on est du courtier, on est le courtier collaborateur. Ça, c'est toute une autre stratégie. Alors, quelles conditions attendez une minute, je vais juste partir un petit peu plus bas dans mes notes. Lorsqu'on travaille avec l'acheteur, quel est l'objectif qu'on a pour notre acheteur? Est-ce que c'est d'avoir par rapport au prix, quelle sorte de prix on veut avoir pour notre acheteur? Le prix marchand, OK. Qu'est-ce que tu veux dire, Dimitri, pour le prix marchand? La valeur du marché au moment qu'il achète, OK. Négocier le plus bas prix possible, mais dans ce marché, c'est impossible. C'est que le plus bas prix possible, c'est effectivement, ça dépend du marché. Quand on manque de propriété, le plus bas prix possible, il est souvent plus haut que le prix affiché. C'est ça qui arrive. Puis la valeur du marché au moment qu'il est acheté, il n'est pas pareil comme il y a 2 mois, lorsque le prix était plus bas. Alors, le meilleur prix pour le client, c'est le prix du marché en ce moment, mais le prix du marché en ce moment, souvent, lorsqu'on met nos prix, on se fie à quel prix? Les vendus ont été vendus dans le passé ou dans le présent? Les vendus, est-ce qu'on a accès aux vendus présentement dans Centris?
Le présent est toujours d'hier. C'est rare qu'on va avoir la plupart des vendus qu'on a. On va peut-être en avoir un qui va avoir été inscrit aujourd'hui, mais on a beaucoup de vendus dans le passé. Donc, l'historique de ce qui a été vendu, puis ce qui a été vendu, ce qui est inscrit vendu aujourd'hui, combien de temps ça a pris pour régler les conditions? Minimum, là. 14 jours. Minimum, ça a pris 2 semaines. Donc, ça n'a pas vraiment été vendu aujourd'hui. Ça a été inscrit aujourd'hui et ça a été vendu bien avant. OK? Donc, il faut comprendre que le meilleur prix, c'est très difficile en ce moment de le juger. Moi, il y a 2 semaines, toutes mes offres, c'était des 10-12 offres en même temps. Puis maintenant, la semaine dernière, je suis tombée à 2 offres en même temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'une semaine à l'autre? Si on regarde, ça prend 14 jours. Ben, moi, si je me fie à il y a 14 jours, c'est vraiment du passé comparé à ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qui se passe cette semaine, c'est une autre chose. Ce qui se passera la semaine prochaine. Vous comprenez que le marché est très rapide en ce moment et que ça évolue souvent. Donc, c'est important d'expliquer à l'acheteur qu'il y a 2 positions possibles. OK? Évidemment, en ce moment, on est presque toujours en offre multiple, mais on ne sait pas la journée où est-ce qu'on ne tombera pas en offre multiple. Donc, pour l'acheteur, on veut toujours lui avoir le meilleur prix possible. Le meilleur prix possible, c'est quoi? C'est le prix affiché, un petit peu moins, un petit peu plus, beaucoup plus, on ne le sait pas. On ne sait pas tant que là, on ne sera pas commencé à aller voir la maison puis qu'on ne verra pas il y a combien d'offres qui vont arriver pour la propriété. Donc, moi, ce que je fais lorsque je travaille avec un acheteur, je lui explique toujours quelles sont les différentes stratégies. Donc, il y a la stratégie numéro 1, il y a seulement qu'une offre qui est présentée. Parce que faut que vous compreniez comment expliquer ça à vos acheteurs pour leur faire monter à 75 000 le prix additionnel. Il faut qu'ils aient compris comment s'y rendre. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Eux autres, dans leur tête, un acheteur, ça négocie en bas du prix. Ça négocie 10, 20 000 en bas du prix pour commencer, puis après ça, on s'ajustera. Vous autres qui avez de l'expérience, vous savez que on peut pas fonctionner comme ça quand on est en offre multiple. Mais lui, l'acheteur ne le sait pas. Donc, c'est votre rôle de lui expliquer comment ça fonctionne dans différents scénarios. Le scénario A, moi, je prends toujours les lettres. Vous avez le scénario A. Vous avez une seule offre. On peut négocier, ça peut se promener du vendeur à l'acheteur, pas de problème. Vous avez aussi le scénario B, où est-ce que vous avez 2 offres ou plus. Quand vous avez 2 offres ou plus, les courtiers qui ont de l'expérience, vous le savez, est-ce que, puis les autres qui ont moins d'expérience, vous pouvez certainement imaginer, si l'acheteur reçoit 2 offres, avec quelle offre il va regarder, quelle offre va l'intéresser le plus dans les 2? Vous pouvez répondre dans le chat. Celle qui est le plus intéressante sur le prix. Est-ce qu'il y a seulement le prix qui peut être intéressant? Le plus haut prix, effectivement, puis ensuite les conditions, bien entendu. Puis s'il y a une offre qui l'intéresse, est-ce qu'il va être intéressé à regarder l'autre beaucoup ou bien pas du tout? Parfois en 2e rang, effectivement. Parfois, ils vont les mettre en 2e rang. Peut-être que les conditions sont meilleures, dépendamment des conditions, peut-être. Mais il va certainement il va regarder les 2, oui, mais une fois que son idée est faite, que la première est supérieure, l'autre, il l'envoie facilement filière 13. Hein, on comprend que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la meilleure offre. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'ils ont une offre, ils vont pouvoir négocier avec le vendeur, même s'il y a 2 offres ou plus. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'acheteurs dernièrement et quand je leur explique ça, ils comprennent, mais ils partent pas à la même place que nous en tant que courtier. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils peuvent négocier même s'il y a plusieurs offres, ce qui n'est pas le cas. OK? Ce qui n'est pas le cas, règle générale.
Donc, les acheteurs, ils doivent vraiment être prêts à deux scénarios, le scénario A ou le scénario B. Ils doivent y penser d'avance. On appelle ça le future pacing. Donc, on leur dit que s'ils sont tout seuls, oui, ils vont pouvoir négocier, mais si il y en a plus qu'un, puis il y en a plus que deux, puis il y en a plus que cinq, ça se négocie plus de la même façon. Ils le comprennent quand on va visiter. L'important, c'est que lorsqu'on part avec eux, ils sont conscients de toute cette démarche-là qui doit se faire dans leur tête, puis dans leur porte-monnaie aussi, hein. Et aussi, ce que je leur explique, c'est que l'importance de faire leur offre en premier. Si on est dans un marché de 12 acheteurs par maison, ben là, qu'on soit en premier ou en dixième, il y a tellement de monde qui va voir les maisons que ça change pas vraiment grand-chose. Mais quand il y a seulement que deux offres, est-ce que vous pensez que tous les acheteurs, vous pouvez répondre dans le chat, est-ce que vous pensez que tous les acheteurs sont prêts à entrer dans un combat d'offres multiples? Non, bien entendu, tous les acheteurs ne sont pas intéressés puis ils ne veulent pas se rendre ils comprennent très bien, surtout lorsqu'on leur a expliqué que s'ils sont tout seuls, ils vont pouvoir négocier. Ils vont comprendre à ce moment-là, puis ça, je trouve que c'est un gros avantage, ils vont comprendre que s'ils font leur offre en premier lieu, ça se peut qu'il n'y en ait pas d'offres multiples. Parce que si les autres ont trop peur ou ne veulent pas se retrouver en offre multiple, ils peuvent décourager les autres. S'ils sont arrivés assez rapidement, ils peuvent décourager les autres de ne pas faire d'offre d'achat, juste parce qu'ils sont arrivés en premier. À ce moment-là, ils vont pouvoir négocier. Comprenez-vous l'importance pour eux de bien comprendre comment ça fonctionne et pour vous de ne pas, comme on dit en bon français, de ne pas niaiser avec un acheteur. À ce moment-là, l'acheteur, il sait comment s'y prendre, il sait qu'il ne doit pas attendre. Il voit quelque chose qui l'intéresse, on va le voir ensemble, c'est réglé, on fait l'offre, il arrive en premier. Dans plusieurs cas, moi, j'ai découragé plein d'autres acheteurs de faire leur offre parce que mes acheteurs sont arrivés en premier. Dans un marché comme on est là en ce moment, c'est une autre situation parce que là, on se retrouve avec 12 offres en même temps. Et les courtiers, vous avez dû vous rendre compte, les courtiers qui ont fait des offres dans les dernières semaines, vous avez dû vous rendre compte que les courtiers laissaient les visites ouvertes jusqu'à la fin de semaine et ils prenaient les offres au début de la semaine ou à la fin de la fin de semaine. Avez-vous constaté ça, les courtiers qui ont fait des offres dernièrement? Vous pouvez répondre dans le chat. Bon, je vais. Donc, vous n'avez pas, peut-être qu'il n'y a pas de gens qui ont eu vraiment à faire des offres dernièrement. Moi, j'ai eu à faire des offres dernièrement et toutes les offres, toutes les visites qu'on allait, on ne pouvait pas faire d'offres. On y allait ce soir, on faisait l'offre ce soir. Ils nous disaient, bon, ben les offres vont être ouvertes. Vous nous envoyez les offres, l'acheteur, toutes les offres vont être présentées soit samedi soir ou dimanche soir ou lundi soir. C'était toujours comme ça dans les dernières semaines. Alors, quand même qu'on essaie d'arriver plus vite. Par contre, quand on arrive plus vite, puis on sait que les offres vont être présentées seulement qu'à la fin de semaine, mais tout ce temps-là, il y a des acheteurs qui vont peut-être être intéressés sur la propriété, mais étant donné qu'ils veulent pas être en offre multiple, ben ils iront même pas visiter. Alors, c'est plate pour l'autre courtier, le courtier inscripteur, mais nous, on travaille à ce moment-ci, on parle on représente l'acheteur. Quand on va travailler pour l'acheteur, dans quelles conditions on doit être pour y aller? Est-ce qu'on est relax? Est-ce qu'on part à la guerre? Est-ce que, dans quelles conditions? On peut répondre dans le chat. Donc, on représente l'acheteur.
quand on représente l'acheteur et que on sait qu'il va y avoir 6 offres de présenter sur une propriété, il faut être prêt à la guerre pour présenter notre offre. Il faut savoir comment présenter notre offre. Donc, quand on veut présenter notre offre, là, vous allez répondre dans le chat, qu'est-ce qui est important pour le vendeur, que ce soit intéressant, que notre offre soit intéressante pour qu'elle soit acceptée. Quels éléments sont vraiment importants? Il y a plusieurs éléments qui sont importants. Il n'y a pas... François est en train d'écrire, Paula, Béatrice, les prix, les conditions, bien sûr. Le prix, l'approbation bancaire, la date d'occupation, évidemment, bien entendu. Ça tourne pas mal autour de ça. Hein? Le prix, l'approbation hypothécaire, la date d'occupation, les dates de rigueur, tout ça, c'est vraiment important que ce soit bien indiqué et que ce soit positif pour le vendeur. Si on prend le prix, bien évidemment, c'est pas trop compliqué de savoir que le prix le plus haut est normalement le plus intéressant. Mais sauf que s'il y a d'autres facteurs qui arrivent en ligne de compte, c'est important de regarder les autres facteurs aussi. Donc, le prix, on va mettre le prix avec le financement. Le financement, on a parlé de l'approbation bancaire, l'approbation hypothécaire. Est-ce que si vous recevez 2 offres au même prix, une avec l'approbation hypothécaire, puis l'autre sans lettre d'approbation hypothécaire, laquelle des 2 offres va être acceptée? Même avec 1 000 $ de plus. Ça va toujours être celle qui va avoir l'approbation hypothécaire. Donc, on vous l'a dit déjà plusieurs fois, quand vous allez travailler avec un acheteur, ça vous prend absolument la lettre d'approbation hypothécaire parce que quand vous allez faire une offre, vous devez avoir tous vos outils en main pour pouvoir faire votre offre le soir même. Et non pas à demander la lettre par la suite parce que là, vous n'aurez pas le temps. Vous n'avez plus le temps après. C'est important d'avoir la lettre de préqualification hypothécaire, ça c'est bien sûr. Et si c'est un paiement au comptant, est-ce que, ou avec une grosse mise de fonds? Bon, Dimitri est en train d'écrire la preuve. La preuve de quoi, Dimitri? Fadi, ouais. La preuve qu'ils ont les fonds dans leur compte. Effectivement, la preuve qu'ils ont les fonds dans leur compte, ça, c'est très bien. Mais la meilleure chose, c'est ce que Fadi a dit, la lettre de la banque, c'est vraiment important. La lettre écrite de la banque, signée par quelqu'un avec un numéro de téléphone. Donc, ça, c'est ce qui est le mieux. Si vous avez une offre qui arrive avec une offre au comptant ou une grosse mise de fonds, 100 000, 200 000, peu importe quoi, demandez à votre client qui vous envoie, qui demande à sa banque une lettre signée par quelqu'un avec un numéro de téléphone qui confirme sa preuve de mise de fonds. C'est très important. Aussi, si c'est un paiement au comptant, les façons de sécuriser le vendeur, parce qu'un paiement au comptant, si la personne décide, tu sais, qu'il ne se présente pas ou si la date d'occupation est trop loin ou peu importe quoi, Fadi nous dit toujours de demander un dépôt. Donc, de toute façon, le dépôt, ça va être déduit du montant, ça ne change rien. Et demander à ce moment-là un minimum de dépôt de 1 à 2 %. Et si l'occupation est à 5 à 6 mois, ça vaut pour les offres multiples, mais ça vaut pour une offre ordinaire aussi, là, les paiements comptants, là, ce que je vous explique là. Si le
L'occupation est dans 5 à 6 mois ou même plus, des fois ça arrive sur plus, demandez un minimum de 2 de dépôt. Et non remboursable. OK? Ça sécurise le vendeur, puis ça met du sérieux du côté de l'acheteur aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez importantes aussi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, le financement, le paiement au comptant et tout ça? Oui, OK, parfait. Donc, on a parlé du prix qui est important. On a parlé du financement qui est important avec la lettre de la banque ou la lettre, la préapprobation hypothécaire. On a parlé aussi de mettre un dépôt 1 à 2 il faut vous dire que vous êtes en situation d'offre multiple. Plus vous donnez de garantie aux vendeurs, plus vous mettez des... Tu sais, il y a le côté oui, puis le côté non. Fait que plus vous mettez des petites lignes du côté de ce côté-là, du côté oui, plus ça pèse dans la balance. Alors, si c'est un paiement au comptant, puis vous savez comment sécuriser le vendeur, il y a des bonnes chances que votre offre passe comparée à d'autres. Vous comprenez? Ensuite de ça, donc, il y a le prix, il y a le financement. Il y a évidemment, si la personne est capable de donner une grosse mise de fonds ou un paiement au comptant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a aussi qu'on a parlé tout à l'heure? On a parlé les conditions. Quelles conditions sont importantes pour le vendeur ou qui peuvent influencer beaucoup une vente aussi? L'occupation. L'occupation, moi, j'appelle toujours le courtier inscripteur pour demander qu'est-ce que les clients, c'est écrit 60 jours, c'est écrit 90 jours, mais qu'est-ce qui leur convient le plus? Qu'est-ce qui les arrangerait le mieux? Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce qu'ils s'en vont en résidence? Est-ce qu'ils ont choisi? Est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Par le moment où est-ce que la propriété a été mise sur le marché, puis même des fois, ça prend juste quelques jours, il y a bien des choses qui changent. Ça change très... Il y a des choses qui changent rapidement, des choses qui changent lentement, mais tout peut changer n'importe quand. Donc, au niveau de l'occupation, je demande toujours aux courtiers inscripteurs qu'est-ce qui conviendrait, qui arrangerait le mieux les vendeurs. Et j'essaie le plus possible que mon offre reflète ce qui arrangerait le mieux les vendeurs. Dernièrement, mes derniers acheteurs, j'ai été chanceuse, il y avait toute la flexibilité au monde pour arriver dans les maisons. C'est pas des gens qui étaient pressés d'arriver en dedans d'un mois. Parce que quand c'est une occupation rapide en dedans de 30 jours, c'est pas facile pour les vendeurs mettez-vous dans la position du vendeur, il doit se trouver une maison en dedans de 30 jours, surtout en ce moment, c'est très difficile. Alors, l'occupation, c'est quelque chose de très important à tenir compte. Avec les deux mêmes prix, une occupation 30 jours, puis l'autre occupation de 90 jours, laquelle des deux va être acceptée? Répondez-moi donc dans le chat. Ça va toujours être celle de 90 jours ou presque toujours parce qu'à moins que la maison soit vide. Des fois, la maison est vide. Des fois, c'est une succession. Alors, à ce moment-là, on peut avoir une occupation rapide. Ils vont préférer l'occupation rapide versus une occupation dans 90 jours parce que ça veut dire, ben, on passe à autre chose. Alors, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui est important pour les vendeurs. Ensuite de ça, on parlait, Fadi disait l'inspection aussi qui est important au niveau de l'offre et au niveau du vendeur aussi. Parce que l'inspection, on sait que ça peut être un moment où est-ce que il y a une renégociation, il y a toutes sortes de choses. Alors, nous, en tant que courtier, ben, on doit toujours suggérer à nos clients de faire une inspection. Mais quand on est en offre multiple, ben, on doit leur expliquer ça, oui, qu'ils doivent faire une inspection, mais moi, en tout cas, je leur explique l'impact de faire une inspection ou l'impact de ne pas faire une inspection.
Alors, on comprend que lorsqu'il n'y a pas d'inspection du côté du vendeur, il dit « Ah, phew! Il risque de pas avoir, il peut pas, tu sais, j'ai le financement, l'occupation fait bonne affaire, j'ai plus d'autres choses. » C'est plus simple. Plus c'est simple pour le vendeur, plus c'est facile pour lui d'accepter. Béatrice est en train de... Sans inspection, bien sûr, ça augmente la chance. Moi, j'essaie de les avoir le plus possible sans inspection, mais tu sais, des fois, on a des acheteurs qui sont plus nerveux, puis on a quand même des responsabilités de dire que ça prend une inspection, mais par contre, la réalité, c'est que quand on fait sans inspection, on donne beaucoup plus de chances à notre offre de passer. Ça, c'est bien entendu, là. Ça, c'est sûr et certain. On utilise le formulaire AF pour le paiement comptant. Est-ce qu'il y a autres documents à fournir? On utilise pour le paiement comptant. Est-ce qu'il y a un autre document à fournir? En fait, c'est la preuve de la banque pour la mise de fonds, là. C'est ça, la lettre de la banque. Les acheteurs sont nerveux. Les acheteurs sont nerveux. Qu'est-ce que tu veux dire, Paola, les acheteurs sont nerveux? Bon, Paola est en train de compléter ça. Les acheteurs sont nerveux. Si on leur demande, bien sûr, ils sont nerveux. Et si on leur demande de ne pas faire d'inspection, on ne peut pas leur demander de ne pas faire d'inspection. Moi, je me dis, mon rôle en tant que courtier, c'est de leur expliquer comment ils peuvent avoir le plus possible de chance pour avoir la maison. Tu sais, s'ils sont pas prêts à monter à 75 000 de plus pour le prix affiché, il n'y a pas de problème. Ils veulent pas enlever l'inspection dans leurs conditions, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent se donner plus de chance, ben, on a un rôle de leur expliquer quel est le marché en ce moment. Ils peuvent nous croire, ils peuvent ne pas nous croire, mais notre rôle, c'est de leur donner leur juste. Effectivement, comme dit François, j'explique les deux choix, puis le client décide. C'est, à mon sens, à moi aussi, ce qu'on doit faire, c'est d'expliquer les deux choix. Le client décide. Puis parfois, c'est le client qui nous dit « Ouais, penses-tu que ça pourrait aider? » Moi, j'ai eu un de mes clients dernièrement qui m'a dit « Penses-tu que ça pourrait aider si je faisais pas faire d'inspection? » C'est pas moi qui ai mis ça dans la bouche. C'est le client qui m'en a lui-même parlé. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça ouvre la porte plus facilement. C'est plus simple à s'assurer que tout baigne dans l'huile, comme on dit. Fait que, effectivement, moi aussi, j'explique les deux choix, puis le client décide. S'il veut absolument laisser son inspection, j'ai eu un client qui voulait absolument laisser son inspection, ben, il n'y a pas de problème, on va laisser l'inspection, mais moi, je sais très bien, en tant que courtier, que son offre, en ce moment, elle ne passera pas. Je le sais. Alors, mais j'ai quand même envoyé son offre, mais je ne dépense pas trop d'énergie là-dessus parce que je le sais d'avance. Et en plus de, ben, c'est ça. Alors, parfois, on peut rester surpris. Le même client, on a refait une offre. On avait fait une offre pour ce client-là. On avait 12 offres pour la maison. Et puis, il demandait une inspection. Et puis, son prix était pas... son maximum autorisé, il était, exemple, 3,50. Et puis, il savait qu'il devait aller plus haut, mais il ne pouvait pas aller plus haut que 3,50. Donc, il était bloqué là. Puis, il voulait en plus une inspection. En fait, je savais que son offre ne passerait pas. Écoutez, il y avait 12 offres dessus. Il est arrivé avec 29 000 de plus que le prix affiché. Il est arrivé le 6e sur 12 offres. Donc, il y avait 5 offres de mieux que la sienne avec 29 000 de plus que le prix affiché. Alors, par contre, le même client, la semaine dernière, on a fait une offre sur une maison. Il demande encore l'inspection parce que pour lui, c'est fondamental. Alors, on demande encore avec l'inspection, puis avec 10 000 de plus, ben il y a eu la maison. Fait que, comme je vous dis, le marché change. Nous, notre rôle, c'est d'avertir le client, de l'informer du plus, du moins et tout ça. Puis, tu sais, c'est pas vous non plus qui n'avez pas de maison peut-être dans un mois. Alors, la motivation du client, on parle beaucoup de la motivation quand on parle de faire nos pre-listing package et tout ça, nos trousses d'informations quand on fait nos pré-listings. Mais
lorsque on travaille avec un acheteur dans les périodes qu'on est en ce moment, comme on est en ce moment, la motivation est hyper importante. Cela dépend du prix de départ aussi très bien. En ce moment, les prix de départ étaient tous passés date parce que les prix de départ se fient sur une historique de passé. Et dans le passé, moi, j'ai sorti les statistiques. Je ne sais pas si vous les avez sorties, les statistiques, mais on a sur Centris, je vais vous montrer ici. Oups. On a sur Centris la possibilité de sortir les statistiques comme on veut sur Matrix. Et ici, si on regarde le mois de juillet, je vais vous le dire tout simplement, entre le mois de juillet et le mois de juin, le prix simplement a monté de 10 dans un mois. Et depuis le mois d'avril, les prix ont monté de 16 sur la Rive-Sud. Bien, quand on fait nos prix pour mettre une maison sur le marché, on se fie sur les vendus. Les vendus sont toujours du passé. Donc, c'est sûr que les prix ne sont pas ajustés avec les besoins du marché en ce moment. Et là, le marché tend à se calmer un petit peu. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas et tout ça. Donc, il faut être vraiment avisé là-dessus. On ne sait jamais si c'est agressif ou pas. Il y a des périodes où est-ce qu'on le sait parce que quand c'est des fois des reprises de finances, les prix sont plus agressifs. Les banques veulent se libérer la maison, mais c'est pas toujours le cas. Alors, c'est sûr que le prix de départ peut avoir une grosse influence aussi. Ensuite de ça, comment déterminer le prix qu'il faudrait qu'on mette sur une offre? Ça, c'est pas évident. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont des trucs là-dessus, comment déterminer le prix qu'on peut... C'est sûr que les acheteurs vont vous demander « Ouais, mais je devrais mettre quel prix? Comment vous faites? » François est en train d'écrire. Paula, Béatrice, Dimitri, tu dois savoir comment tu mets tes prix, toi. 1,5 par offre. Fadi a dit 1,5 par offre. Bon, François, il a effacé probablement que c'était la même chose que tu voulais écrire. Moi, je cherche le prix du voisin vendu et le prix demandé. Le prix du voisin vendu et le prix demandé. OK. Donc, quand on est en offre multiple, moi, j'avais entendu 5 000 par... On a entendu toutes sortes de scénarios. Moi, j'avais entendu 5 000 par offre. Et puis, tu sais, s'il y a 12 offres, 5 000 par offre, ça veut dire 5 fois 12, ça veut dire 60 000 de plus que le prix affiché. Bon, c'est une affaire. Mais ça ne tient pas compte toujours du prix de la propriété. Tu sais, si on a 12 offres sur une maison de 300 000, est-ce que ça va monter la même chose que si on a 12 offres sur une maison de 500 000 ou d'1 million? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est bien embêtant. Et j'ai écouté justement la formation de Fadi, puis Fadi, il dit 1,5 par offre. Ça veut dire que s'il y a 10 offres, ça veut dire qu'on augmente le prix de combien de pourcentage? Ceux qui sont vite en mathématiques, là, 10 fois 1,5, 10 fois 1,5, ça fait combien? 15 effectivement. Donc, si le prix affiché est de 500 000, il y a 10 offres, le prix que ça devrait probablement finir, c'est 15 de plus que 500 000. 15 sur 500 000, ça fait combien? Les vite en mathématiques, là? 15 sur 500. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 75 000, effectivement. Donc, si on a 10 offres à 1,5 ça fait 15 du prix. 15 du prix sur 500 000, ça fait 75 000. 500 000 plus 75 000, ça fait 575 000. C'est ça qu'on devrait offrir s'il y a 10 offres sur la maison. Parce que s'il y a 2 offres, là, ça ne montera pas de 75 000. Ça peut toujours, mais qui va monter de 75 000 d'un coup pour être sûr d'avoir la maison? Il y en a qui vont le faire, mais c'est très rare.
Et s'il y en a 10, c'est sûr que là, ça s'encourage à monter l'un l'autre, juste le fait qu'il y en a plusieurs offres. Comprenez pourquoi à ce moment-là, plus il y a d'offres, plus le prix monte, le prix va monter de plus en plus. Donc, c'est ça. Et quand envoyer votre offre, comment envoyer, est-ce que ça va pour le prix? Vous avez bien compris comment déterminer le prix? Puis c'est sûr que ben, c'est comme pour l'inspection, il y en a qui ne pourront pas se rendre à 575, il va dire non, moi j'accède jusqu'à 525. Il met 500, je vais mettre 525, déjà je mets 25 de plus. C'est correct, c'est fine. L'acheteur, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui va décider. Puis on ne sait pas les autres, mais la probabilité qu'il est très basse. Normalement, ça devrait finir autour de 5,75. Maintenant, quand on envoie l'offre, évidemment, on avise le courtier inscripteur comme quoi on a une offre qui est signée. C'est bien important de l'envoyer par email contact et de l'écrire. Et même si on est en offre multiple, et bien, évidemment, ben, c'est la présentation de l'offre en personne. Vous voulez donner le plus de chance à votre offre. Il y a combien de dollars mis en cause au bout de la ligne? 6, 8, 10, 20, X milliers de dollars? Ça vaut la peine de présenter en personne. Fadi disait, puis je trouvais ça intéressant, les présentations se feront, exemple, le lundi à 5 heures. Pourquoi le lundi à 5 heures? Qu'est-ce qui se passe à 5 heures? Surtout à Montréal. Le trafic, bien sûr, il y a du trafic. Alors, on veut avoir tu sais, lorsque nous, on a le contrôle de savoir quand est-ce que les offres vont être présentées, ben, on veut avoir le moins de présentations en personne possible. C'est plus facile à contrôler. Mais par contre, quand on a à se présenter, ben, on a à affronter le trafic pour y aller en personne parce que il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte que votre offre va être présentée. Il y a le contenu de votre offre, bien sûr. Il y a l'acheteur. Puis, est-ce qu'il y a un autre élément qui peut être important dans l'offre que vous présentez par rapport aux autres offres? Pas facile, celle-là, hein? C'est vous. C'est vous, le courtier, qui allez présenter l'offre. Ça peut faire une grosse différence, la façon que vous allez présenter l'offre versus la façon qu'un autre courtier a présenté son offre. Je vais vous donner un exemple bien concret. Dimanche, je suis allée présenter une offre en offre multiple. Je suis arrivée d'avance, j'arrive toujours d'avance. Et puis l'autre courtier est arrivé avant moi. Moi, j'arrive toujours habillée avec mon veston, ma petite badge de Royal Lepage et tout ça. Et évidemment, toujours habillée professionnelle, prête, toutes mes choses bien prêtes. Et puis, l'autre courtier arrive en décapotant, bon, ça c'est correct, en short, en sandales, en gougoune, tu sais, vraiment, là. Et puis, il y était deux courtiers, l'autre, c'était la même chose, en gougoune, puis en t-shirt, puis l'autre, le courtier était en short, puis en t-shirt. Il a beau avoir une grosse mallette bien bourrée, moi, quand je l'ai vu débarquer, en dedans de moi, je suis partie à rire. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas ce que Mike Ferry nous dit, comment se présenter pour aller présenter une offre d'achat. C'est pas vraiment professionnel. Et puis, quand je suis rentrée, ben rien que le fait de voir l'autre courtier, ça m'a donné de l'énergie parce que moi, je vais présenter pour gagner. Je vais présenter pour gagner. Si j'ai un impact sur le non-verbal que je présente aux vendeurs puis aux courtiers, si je donne de l'assurance aux vendeurs que je sais comment travailler, que ce que je donne, c'est pas de la bullshit dans mon offre, mais que je donne une offre qui est structurée, qui est solide et tout ça, versus l'autre qui arrive avec une offre. Le courtier m'a dit, écoutez bien, le courtier m'a dit, ben, tu me donnes 15 jours pour le financement. L'autre courtier m'a donné pas mal moins que ça. Je dis oui, parfait. Pas mal moins que ça. Nous, on a reçu une lettre de Desjardins comme quoi leur dossier était tous 2 semaines en retard.
Fait que moi, je t'ai mis juste 15 jours. J'aurais pu te mettre moins de jours puis être obligé de te le rajouter. Moi, si l'autre courtier, moi, je sais de quoi je parle. Fait que c'est sûr que moi, quand je vais présenter une offre, puis je suis capable de défendre mon offre, de parler de mon client, de parler des différentes étapes, de parler de l'occupation, de dire oui, on a mis 90 jours, mais vous savez, si vos clients trouvent avant, moi, mes clients, ils n'ont pas de problème, ils peuvent s'ajuster n'importe quand. C'est tout des gros plus pour que votre offre soit acceptée. Et évidemment, mon offre est acceptée. 2 offres multiples la semaine dernière, les 2 acceptées. Alors, moi, j'adore les offres multiples. C'est quelque chose, autant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur, c'est quelque chose que j'adore avec quoi travailler. Il y a beaucoup de courtiers qui sont extrêmement intimidés lorsqu'ils arrivent en offre multiple. Vous savez aussi que il y a 95% des courtiers qui font 5 transactions et moins par année. Donc, mettez votre expertise à l'œuvre, puis vous pouvez pas faire autrement presque de gagner vos offres multiples. C'est sûr qu'il y en a d'autres bons courtiers aussi, remarquez, là. Mais en ce moment, mettez ce que vous avez appris à l'œuvre, puis je suis certaine que vous allez avoir plus de succès encore avec vos négociations d'offres multiples. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ça finit le contenu que j'avais à vous présenter. Est-ce que vous avez des questions concernant les offres multiples? Fadi. Ce que je vous ai dit, c'est à travers de mon expérience, c'est à travers de certaines formations que j'ai eues, à travers le coaching de Mike Ferry. Mais il y a certainement d'autres choses qui est possible. Non, merci Marie pour cette belle présentation. Ben, merci Fadi pour y avoir assisté. J'espère que ça a répondu à vos questions ou à vos que ça va vous donner surtout des outils additionnels. Chaque outil additionnel que vous allez chercher, vous savez que c'est une possibilité de gagner additionnel. Ben, gagner, ça veut dire comme on dit tout le temps, en immobilier, quand on arrive premier, on a une paie, mais quand on arrive deuxième, on a quoi? On n'a rien, c'est ça. Fait que on a beau présenter des offres en offres multiples, puis être 12 à présenter une offre, il y en a combien qui vont avoir une paie sur les 12? Il va en avoir juste un. Il va avoir celui qui va avoir, celui ou celle, parce que ça va être celui ou celle qui va avoir présenter la meilleure offre, mais aussi la meilleure façon de présenter l'offre. N'oubliez pas que vous êtes un élément important dans l'accumulation des informations pour présenter votre offre, dans l'assurance que vous avez quand vous présentez votre offre. Si vous n'y allez pas en personne, insistez pour le présenter par téléphone. Puis des fois, ben, on les envoie tout simplement par courriel parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le plus possible, ben, donnez-vous des chances. Vous êtes des professionnels, vous savez comment travailler, ben, utilisez les outils que vous avez. Alors là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de vous parler, tout le monde. Il y a des gens que je connais pas là-dedans. Pat, je ne sais pas c'est qui. Yolande Chartier, je ne connais pas non plus. Fadi, j'ai vu ta photo tantôt, je sais c'est qui. Alors, ben merci tout le monde et puis bonne fin de journée. Oh, merci Dimi.